monsieur, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition que je vous invite bien entendu à commenter et à agrémenter d'un pouce en l'air. Au programme de cette édition, les craintes de l'embrasement régional au Proche-Orient se rapprochent. Mardi, alors qu'Israël revendiquait une incursion terrestre dans le sud du Liban, Téhéran a lancé 2 vagues de missiles sur l'État hébreu, un nouveau pas vers un conflit global. Nous irons ensuite aux États-Unis où les colistiers se sont affrontés lors d'un débat télévisé alors que l'issue de l'élection présidentielle est plus que jamais incertaine. Et puis pour terminer, nous rentrerons en France pour observer les réactions après le discours de politique générale du Premier ministre Michel Barnier entre désaccord frontal et défiance. L'Iran et Israël à l'aube d'un affrontement direct. Près d'un an après le 7 octobre, les opérations de Tel Aviv sur Gaza puis au Liban aboutissent finalement à une réponse de Téhéran, un conflit qui tend donc à se généraliser dans la région, comme prévu. Le point tout de suite. La régionalisation du conflit israélo-palestinien s'est brutalement accélérée dans la journée du 1er octobre. Mardi, alors même que Tsahal annonçait mener une opération terrestre dans le sud Liban, 2 vagues de frappes iraniennes ont touché le territoire israélien. Le spécialiste en gestion de crise Hervé Carès nous détaille ces opérations. Les informations qui étaient un petit peu hystériques hier soir sont en train de se stabiliser. En l'état, à partir des sources ouvertes, on peut constater qu'il y a eu environ 200 missiles qui ont été tirés sur le territoire israélien, essentiellement des missiles balistiques et également une quinzaine ou une dizaine de missiles hypersoniques. Les cibles qui ont été frappées sont des cibles opérationnelles, typiquement militaires. Le quartier général du Mossad et 3 bases aériennes, ce qui n'est pas anodin puisque la puissance militaire israélienne repose essentiellement sur sa force aérienne, qui est supérieure d'ailleurs à la force aérienne française, puisqu'ils arrivent à environ 300 avions de combat. Et dans ces avions de combat, il y en a 50 qui sont très très importants pour Israël. Ce sont les 50 F-35, qui sont des avions de chasse et surtout d'appui au sol américains, qui sont furtifs. Des frappes iraniennes ciblées sur les points forts israéliens, donc tout particulièrement les fameux F-35 stationnés sur la base aérienne de Nevatim. Dans ce cadre, les défenses antiaériennes de Tel Aviv ont bien fonctionné et ont intercepté la plupart des missiles, bien que Téhéran revendique bien sûr avoir atteint ses cibles à 90%. 2 blessés légers ont été déplorés par l'État hébreu, tandis que la seule victime collatérale est à signaler en Cisjordanie à Jéricho, où un Palestinien a été frappé par un projectile sans doute détourné. Ce bilan meurtrier faible, outre l'efficacité du dôme de fer, est lié au fait que Téhéran a prévenu Washington des frappes, comme cela avait déjà été le cas en avril dernier. Certains médias israéliens ont d'ailleurs informé de la menace imminente mardi soir. Joe Biden, le président américain, s'est félicité de la gestion des opérations. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and U.S. military. It's also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. Un soutien américain total que l'Iran a bien à l'esprit. C'est dans ce cadre que Téhéran tenait donc à mener une riposte maîtrisée. Il n'en reste pas moins que Tel Aviv ne pourra pas laisser cette opération sans réponse. Le gouvernement Netanyahou est dans un mouvement vers la guerre avec ses ennemis principaux de la zone. Donc il est fort probable que les Israéliens conduisent une riposte suite à cette frappe iranienne. Elle sera certainement réalisée selon le même mode opératoire que la précédente en avril, en utilisant les chasseurs furtifs à l'instant et qui sont vraiment le cœur de la capacité de frappe d'Israël. Évidemment, il y a les cibles à haute valeur ajoutée, mais qui sur le plan stratégique pourrait conduire en fait les Iraniens à riposter de manière encore plus radicale qu'ils l'ont fait là et peut-être sans avertir les Israéliens cette fois-ci. Ça serait évidemment les cibles qui sont liées au complexe nucléaire iranien. Je ne pense pas qu'on va aller sur ce type de cibles, car ce sont des cibles qui sont quand même assez disséminées sur le territoire iranien et qui nécessiteraient certainement l'appui des États-Unis avec la fourniture de munitions de pénétration dans la profondeur que pour l'instant les Israéliens n'ont pas.
Une hypothèse de ciblage des infrastructures nucléaires qui reste donc très peu probable, fort heureusement. En effet, les États-Unis, malgré un soutien indéfectible à Israël, n'ont aucune envie d'entrer en confrontation directe avec l'Iran. Tel Aviv pourrait donc s'attaquer à un autre centre de gravité iranien en sabordant le soutien populaire grâce à des attaques aux conséquences économiques. Il pourrait frapper des terminaux pétroliers ou des installations qui sont liées aux hydrocarbures, puisque l'Iran étant un pays sous sanctions et en grande difficulté économique, ça permettrait de mettre en difficulté le gouvernement iranien qui est déjà assez contesté par la population en mettant une forme de pression sur la population avec une dégradation de la situation économique du pays. Par contre, il est évident que si les Israéliens frappent les installations pétrolières, par effet de ricochet, ils vont déstabiliser le marché des hydrocarbures, ce qui pourrait être évidemment néfaste aux économies occidentales, et tout en favorisant bien sûr le marché pétrolier qui est celui des produits pétroliers russes. Des opérations qui ne devraient donc pas plaire à Washington, qui plaide depuis mardi soir pour la désescalade en condamnant les frappes iraniennes. Un nouveau vœu pieux. À plus forte raison que Benjamin Netanyahou, alors qu'il était dans une situation politique difficile, gagne de nouveau des points de popularité grâce à l'attaque iranienne. Paradoxalement donc, cette position de victime pour Israël est donc une force dont use le Premier ministre. De quoi lui redonner une marge de manœuvre sur la scène internationale en poussant ses partenaires à accepter ces opérations au Liban, malgré les victimes collatérales, des victimes parmi lesquelles 2 Français, tués dans des frappes qualifiées par le nouveau ministre Jean-Noël Barrot d'explosion. Aux États-Unis, l'élection présidentielle se rapproche et le suspense s'intensifie. Mardi, les 2 candidats à la vice-présidence se sont affrontés dans un débat dans lequel le républicain J.D. Vance marque un léger avantage. Le point de Renaud de Bourleuf. Les numéros 2 contre-attaquent hier mardi aux États-Unis, alors qu'il reste à peine plus d'un mois avant l'élection présidentielle du 5 novembre. Les 2 candidats à la vice-présidence ont débattu sur la chaîne de télévision CBS News. Un affrontement télévisé d'autant plus attendu qu'il ne devrait pas y avoir de nouveaux débats entre Donald Trump et Kamala Harris. Le sénateur républicain de l'Ohio, James David Vance, et le gouverneur démocrate du Minnesota, Tim Walz, ont chacun défendu la position de leur champion. Tout sépare les 2 hommes. D'un côté, J.D. Vance est une figure typique du parti républicain tel que refaçonné par Donald Trump, la fameuse mouvance MAGA, nommée ainsi en référence au slogan « Rendre à l'Amérique sa grandeur ». De l'autre côté, Tim Walz est un pur produit de l'établissement démocrate, libéral et progressiste. La rencontre était l'occasion de faire connaître ces personnages, jusque-là restés plus ou moins dans l'ombre. Tim Walz a même pu consoler les nostalgiques de Joe Biden avec quelques gaffes, comme une confusion entre l'Iran et Israël, ou un lapsus lui faisant dire qu'il était ami avec les auteurs de fusillades. Je l'ai vu. Écoutez, la NRA, j'étais un gros gars de la NRA pendant longtemps. Ils enseignaient la sécurité des armes à feu. Je suis d'une époque où mon fusil de chasse était dans une voiture pour que je puisse chasser le faisan après l'entraînement de football. Ce n'est plus le monde dans lequel nous vivons. Pourtant, contre toute attente, le débat n'a pas viré à l'affrontement personnel. Les 2 candidats ont commencé par mettre en avant une image populaire, J.D. Vance en rappelant son milieu d'origine ouvrier, Tim Walz en évoquant son attrait pour le monde rural et la chasse. Puis ils sont entrés dans le vif du sujet avec un angle d'attaque relativement simple. J.D. Vance reproche à la vice-présidente Kamala Harris d'avoir, avec l'administration Biden, déconstruit les mesures prises par le mandat de Donald Trump, notamment en ce qui concerne l'immigration. Une crise migratoire historique, parce que Kamala Harris a commencé cela, et a dit qu'elle voulait annuler toutes les politiques frontalières de Donald Trump. 94 décrets suspendaient les déportations, pour décriminaliser aussi les immigrés illégaux, augmentant massivement la fraude en matière d'asile qui existe dans notre système. Et ça a ouvert les vannes. Et ça signifie que beaucoup de fentanyl pénètrent dans notre pays. Tim Walz évoquait un supposé chaos dû à la présidence Trump qui serait trop dur avec les femmes ou avec les clandestins. C'est la plupart des Américains ici. C'est pourquoi nous avons eu la loi la plus juste et la plus stricte sur l'immigration que ce pays ait jamais connue. Elle a été élaborée par un sénateur conservateur de l'Oklahoma, James Lankford. Je le connais, il est super conservateur, mais c'est un homme de principe. Et les démocrates et les républicains ont travaillé sur ce projet de loi ensemble. La patrouille à la frontière a dit que c'était ce dont ils avaient besoin. Ce sont des experts. Et la Chambre de commerce et Wall Street ont dit que il fallait passer ce truc. Kamala Harris a aidé à y parvenir. 1500 nouveaux agents frontaliers, des matériels de détection de drogue, des agents pour la justice, pour accélérer les jugements à ce sujet. C'est juste ce que voulait l'Amérique. Mais dès que c'était sur le point de passer, et Donald Trump a dit non,
Et il a donné des instructions de vote, parce que sinon ça ne lui ferait aucun sujet de campagne. Alors, écoutez, nous avons des options. Donald Trump a eu 4 ans. Il a eu 4 ans pour faire ce qu'il voulait. Et il vous a promis, Amérique, à quel point ce serait facile. Il a dit qu'il allait vous construire un grand et magnifique mur et que le Mexique paierait pour ça. Mais moins de 2% de ce mur a été construit et le Mexique n'a pas payé un sou. Mais nous voilà de nouveau, 9 ans après qu'il soit descendu de cet escalier, déshumanisant les gens et leur disant ce qu'il allait faire. Un moment de tension a été la mise sur la table du prétendu assaut du Capitole. Les démocrates aiment revenir à la charge avec cet événement survenu le 6 janvier 2021 lors de la passation de pouvoir entre Donald Trump et Joe Biden. J.D. Vance s'est contenté d'affirmer que Donald Trump avait vu cette agitation comme un problème quand Tim Walz a tenté de le pousser dans ses retranchements sur le sujet du résultat de 2020 contesté par l'ancien président. À cause de l'incapacité de Donald Trump de concéder l'élection. Je voudrais juste demander ça. Qui a perdu l'élection de 2020 ? Tim, je me concentre sur l'avenir. Kamala Harris a-t-elle censuré des Américains qui s'exprimaient sur le Covid-19 ? En 2020 ? C'est une question... Non, c'est une non-réponse. Oui, c'est une non-réponse, parce que vous aussi, vous ne voulez pas me répondre sur la censure. Évidemment, Donald Trump et moi pensons qu'il y a eu des problèmes en 2020. Nous en avons parlé. Je suis heureux d'en parler davantage. Qui a vraiment remporté le débat ? Difficile à dire. Chaque camp revendique bien sûr la victoire, mais la chaîne CBS News a fait un sondage parmi les téléspectateurs qui donne un léger avantage au républicain J.D. Vance. Le média CNN a aussi effectué un sondage similaire et avance que 51% des téléspectateurs ont jugé J.D. Vance comme le meilleur candidat. Avant le débat, le sondage avait été proposé aux mêmes personnes, qui étaient alors 54% à avoir une préférence pour Tim Walz. La donne a été inversée, et cette information vient de CNN, un média dont la ligne éditoriale n'est pas vraiment favorable à Donald Trump. Reste à savoir si une nouvelle tendance va apparaître dans les prochains jours, alors que le scrutin est extrêmement serré. Les derniers sondages donnent Donald Trump et Kamala Harris au coude à coude dans 7 États pivots, ceux qui font pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Il y a encore beaucoup d'incertitudes dans cette élection qui pourraient être déterminantes sur la scène internationale, quoique le conflit russo-ukrainien ait été aux abonnés absents pendant le débat. Israël a été le seul sujet géopolitique abordé, pas de divergence sur le soutien inconditionnel envers Tel Aviv, quelque chose qui unit Donald Trump et Kamala Harris. Michel Barnier, chahuté par les oppositions pour son entrée dans l'arène parlementaire. La législature s'annonce donc rude pour le nouveau Premier ministre. Explication d'Olivier Frère-Jacques. Ce n'était pas un baptême du feu à l'Assemblée, mais une première comme chef de gouvernement. Et quelle première! Sous les huées récurrentes des Insoumis, le Premier ministre Barnier a prononcé son discours de politique générale avant de voir chaque chef de groupe parlementaire s'exprimer à ce sujet, donnant lieu à des échanges parfois un peu rudes. Nous ne vous craignons pas, car vous n'avez plus aucune légitimité politique alors que vous rampez devant l'extrême droite et avez ainsi refusé à un arrière-petit-fils de résistant le droit de s'opposer aux héritiers de Vichy. Votre présence sur ce banc est exclusivement justifiée par la complexité de l'extrême droite dont vous êtes l'otage. Ainsi, Emmanuel Macron a fait le choix du pire, le parfum de cohabitation à l'odeur nauséabonde d'une colocation avec le RN. Résolument agressive, le député du Val-de-Marne, Mathilde Panot, a vu le Premier ministre lui répondre flegmatiquement, annonçant la couleur des débats pour les semaines à venir. J'ai quand même du mal, Madame la Présidente. Ça fait peut-être trop longtemps que je ne suis pas revenu dans cette Assemblée, depuis l'époque où, après, j'étais 15 ans député, mais j'ai du mal à comprendre votre ton et votre agressivité. J'arrive pas à comprendre la manière systématique dont vous attaquez personnellement le chef de l'État. Voilà. Et moi, je vais vous dire une chose, Madame la Présidente. Plus vous serez agressive, plus je serai respectueux. Prise à partie moins agressivement par les autres composantes du nouveau Front populaire et par le Rassemblement national, ainsi que le contingent ciotiste, Michel Barnier a cependant dû faire face à l'hostilité rampante de son prédécesseur à Matignon, devenu président du groupe Renaissance à l'Assemblée, Gabriel Attal. Prenons garde à ce que derrière une prétendue justice fiscale ne surgisse une véritable injustice sociale. Car augmenter les impôts de nos entreprises, cela peut en affaiblir beaucoup. Et in fine, créer du chômage ou priver beaucoup de salariés de l'intéressement et de la participation auxquels ils ont droit. Le genre de confiance qui ne se décrète pas, mais se construit mutuellement. Aucun soutien ne peut se tenir pour acquis, car chaque majorité se forge pas à pas en rassemblant largement. Pas franchement solidaire de son successeur, alors que le gouvernement compte tout de même 8 membres de son parti parmi les 17 ministres de plein exercice. Gabriel Attal, déjà renvoyé dans ses cordes lors de la passation de pouvoir à Matignon, a une nouvelle fois été remis à sa place. Je serai très attentif à vos propositions.
d'économies supplémentaires. Hein, très attentif. Pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà. Non, c'est pas la peine de... il faut que vous vous habituiez les uns les autres à ce que je dise ce que je pense. Hein. Donc je vous le dirai aussi à vous. Gabriel Attal, la mine déconfite du premier de classe envoyé au coin et une animosité pour le moins inquiétante pour Michel Barnier, qui n'est pas soutenu pour le moment par le centre macroniste et ses alliés Horizon et Modem, alors même que ceux-ci sont majoritaires autour de lui. À l'issue de son discours, le Premier ministre a pu constater que seule la quarantaine de députés Les Républicains se sont levés pour l'applaudir, comme l'a souligné le député socialiste Jérôme Guedj. Il n'y a que la droite qui se lève. C'est drôle. Il n'y a que la droite qui se lève et pas... Si le Premier ministre a insisté dans son discours sur la nécessité de faire des compromis, sa tâche pourrait être encore plus complexe que prévu, faute de soutien du gros de ce qui est censé être sa majorité. Michel Barnier pourrait être menacé d'immobilisme par les troupes macronistes jalouses de voir un LR prendre la tête du gouvernement, notamment les partisans de Gabriel Attal, qui penchent plus à gauche et se seraient certainement plus satisfaits de l'arrivée de Bernard Cazeneuve à Matignon. De là à imaginer une alternance dans les mois à venir, rien n'est évident, puisqu'une coalition avec les socialistes impliquerait que ceux-ci le veuillent, mais aussi que les alliés d'Horizon et du Modem emboîtent le pas, ce qui n'est pas non plus gagné. Le petit jeu parlementaire devrait désormais occuper une place centrale dans le guignol politique français. Emmanuel Macron peut ainsi prendre un peu de recul et tenter de se refaire la cerise, notamment en matière de popularité, et probablement surtout préparer son prochain coup. Et passons à présent au Tour de France, en bref, aux côtés de Mathilde Davenia. Nouvelle mesure hors sol pour préserver la qualité de l'air. Depuis hier mardi, à Paris, certaines stations-service Total Energy n'ont plus le droit de vendre du diesel en vertu d'une décision de la mairie de la capitale. La majorité socialiste soutient que le diesel contient des microparticules qui contribuent massivement à la pollution en Île-de-France. La mesure concerne 4 des 15 stations, celles qui sont situées porte d'Aubervilliers, quai d'Issy-les-Moulineaux et porte d'Orléans. De nombreux artisans et petites entreprises utilisent des véhicules qui fonctionnent au diesel et sont affectés par une telle mesure. Conséquence, ils doivent faire le plein en dehors du périphérique. Certains doivent même rouler encore plus pour accéder à une autre station. Un comble. L'ubérisation de Macron a montré ses limites. Ce mercredi 2 octobre, de nombreux livreurs perçoivent moins que le SMIC horaire si l'on prend en compte le temps passé à attendre les commandes. D'après une enquête de l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, et basée sur les chiffres publiés par les sociétés de livraison, en 2023, les revenus horaires étaient en moyenne de 16,8 € bruts chez Deliveroo, mais atteignent péniblement les 10 € chez Uber Eats, soit moins que le SMIC horaire fixé à 11,65 € bruts. Ensuite, les livreurs auto-entrepreneurs doivent encore payer leur véhicule, leur assurance et les cotisations sociales. Les livreurs ont exprimé à l'ARPE en mai 2024 leur inquiétude quant à la diminution de leurs revenus. Le directeur général de l'ARPE, Joël Blondel, estime que c'est un sujet qui doit questionner les partenaires, que ce soit chez les plateformes ou les syndicats de professionnels. Mystère dans le Gard. Mardi, une jeune femme a été retrouvée nue et tondue sur un chemin isolé entre Nîmes et Caveyrac. La jeune femme a appelé elle-même les secours. En état de choc, lors de sa prise en charge médicale, elle a été admise au CHU Carremo de Nîmes. Des traces de violence ont été retrouvées sur son corps, mais n'aurait subi aucun viol. La gendarmerie a ouvert une enquête. Intoxication alimentaire en Indre-et-Loire. 5 trentenaires ont été hospitalisés en septembre et sont toujours dans un état préoccupant d'après la procureure de la République de Tours. Tous avaient consommé des conserves de pesto à l'ail des ours de la marque aux petits oignons lors d'un repas d'anniversaire. Le ministère de la Santé avait confirmé la présence de la bactérie responsable du botulisme, une toxine extrêmement puissante produite par la bactérie Clostridium botulinum qui se développe dans des aliments mal conservés ou insuffisamment stérilisés. Une infection est mortelle dans 5 à 10% des cas. Et à présent, passons à l'actualité internationale. Nouveau rapprochement entre la Chine et la Russie. Ce mercredi, à quelques jours du nouveau sommet des BRICS organisé à Kazan, au bord de la Volga,
le président chinois a affirmé son intention de développer la coopération avec Moscou. Une déclaration d'intention qui s'inscrivait dans la célébration du 75e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales. Sans surprise, les Occidentaux entendent dans ces propos une volonté de soutien chinois à la Russie dans la guerre en Ukraine. Selon The Times, il y aurait désormais des preuves de l'implication pékinoise dans l'aide militaire fournie à Moscou. L'agence Reuters affirme dans ce cadre qu'une usine de drones aurait été installée par la Russie en Chine. Difficile toutefois de comprendre comment l'Occident, premier fournisseur d'armes à l'Ukraine, prétend ne pas être un co-belligérant tout en accusant Pékin de l'être. Mark Rutte, officiellement à la tête de l'OTAN. Mardi, l'ancien Premier ministre néerlandais a pris possession de son poste après le mandat de 10 années du Norvégien Jens Stoltenberg. Un changement de visage qui ne devrait pour autant pas métamorphoser la politique atlantiste et belliqueuse de l'Alliance, toujours financée très largement par les États-Unis. Après 2 années majoritairement consacrées au conflit ukrainien, l'OTAN va sans doute détourner le regard vers les questions proche-orientales qui connaissent un regain de tension ces derniers jours. Dans ce cadre, l'OTAN devrait soutenir inconditionnellement Tel Aviv. La ligne directrice de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord devrait toutefois être définitivement arrêtée quand les résultats des élections présidentielles américaines seront connus début novembre. Black Lives Matter et plus si affinité. Dans un communiqué publié par un avocat texan mardi, on apprend que plus de 100 femmes accusent le rappeur afro-américain Puff Daddy, de son vrai nom Sean Combs, d'agression sexuelle. Déjà visé depuis plusieurs mois par des dizaines de plaintes pour viol et agressions sexuelles, le chanteur militant de la cause noire avait été arrêté le 16 septembre dans un hôtel de Manhattan et placé en détention provisoire. Il plaide non coupable des chefs de trafic à des fins d'exploitation sexuelle et d'extorsion. Il est notamment accusé d'avoir usé de violence pour contraindre des femmes à avoir de longues relations sexuelles avec des travailleurs du sexe, des parties fines qu'il filmait et lors desquelles les participantes prenaient des substances comme de l'ecstasy, du GHB, la drogue du viol. Et voilà, nous approchons de la fin de cette édition. Ce soir, à partir de 21h, retrouvez un nouveau numéro de Bistro Liberté. Éric Morillo reçoit Régis Le Sommier et Jean Messia pour débattre de l'assassinat de la jeune Philippine ainsi que de l'embrasement au Moyen-Orient. Tout le monde s'ébahit, pleure sur les morts à Gaza, etc. Sans doute qu'on peut avoir raison, mais alors je comprends pas pourquoi personne n'a jamais pleuré, par exemple, sur le sort des chrétiens d'Orient. Le problème politique auquel est confronté Israël aujourd'hui, c'est que, très bien, envahir le Liban Sud jusqu'à où? Faire reculer le Hezbollah? À quel prix? Il y a beaucoup de succès militaires chez Israël, il y a beaucoup de succès dans le renseignement, il y a des opérations incroyablement menées, celle des pagers, enfin des beepers a été fantastique. Maintenant, ça manque un peu de politique. Nicolas Sarkozy qui a dit que finalement, enfin pas finalement, il a dit que l'immigration n'était pas une chance. Ça vous a surpris ou pas les propos de Sarko ou pas? Ça m'a d'autant plus surpris que c'est quand même le président qui a fait rentrer plus d'1 million de personnes supplémentaires, plus d'1 million d'immigrés supplémentaires en France. Donc ceux qui haïssent la France et qui sont aux commandes de la France depuis une 40aine d'années se servent de l'immigration pour détruire par le bas ce que eux détruisent par le haut. C'est vraiment l'idée de déconstruire, c'est-à-dire d'atomiser au maximum l'individu. Et c'est là où moi je pense que l'extrême gauche et le grand patronat sont exactement main dans la main. C'est des gens qui pensent que les individus sont absolument interchangeables. Et la généralisation de l'arme blanche dans nos rues vient dire quelque chose du changement populationnel. D'ailleurs, on se demande pourquoi on continue à appeler ça arme blanche dans la mesure où c'est de moins en moins un blanc qui est derrière le manche, si vous voulez. Retrouvez également tout de suite l'essayiste Hervé Juvin. Il évoque les causes et les conséquences pour les épargnants du retour de l'inflation. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain. En attendant, bonne soirée et bien sûr, portez-vous bien.